Selon Shantideva, le désir, la haine et les autres passions sont des ennemis sans main, sans pied. Ils ne sont ni braves ni intelligents. Comment ai-je pu devenir leur esclave? Embusqué dans mon cœur, ils me frappent à leur aise, et je ne m'irrite même pas. Fi de cette absurde patience. Dans ce court extrait, nous allons parler des émotions perturbatrices. Selon Matthieu Ricard, donc les remèdes aux émotions. Selon le bouddhisme, maîtriser l'esprit consiste, entre autres, à ne plus laisser ses émotions s'exprimer sans discrimination. Un torrent dont on a stabilisé les berges peut manifester sa vigueur sans pour autant dévaster la campagne environnante. Comment ôter aux émotions conflictuelles leur pouvoir aliénant, sans devenir insensible au monde, sans ternir les richesses de l'existence, si l'on se contente de les réguler au fond de l'inconscient, elles ressurgiront à la première occasion avec une puissance accrue et ne cesseront de renforcer leurs tendances qui entretiennent les conflits intérieurs. L'idéal est au contraire de laisser des émotions négatives se former et se défaire sans laisser de marque dans l'esprit. Les pensées et les émotions continueront à surgir, mais elles ne s'additionneront plus et perdront leur pouvoir de faire de nous leurs esclaves. On pourrait penser que les émotions conflictuelles, la colère, la jalousie, l'avidité sont acceptables parce que naturelles, qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir. Mais la maladie est, elle aussi, un phénomène naturel. Il n'en serait pas moins aberrant de s'y résigner et de l'accueillir comme un ingrédient désirable de l'existence. Il est aussi légitime d'agir sur les émotions perturbatrices que de soigner une maladie. Ces émotions sont-elles vraiment des maladies? Au premier abord, ce parallèle peut être abusif. Mais à y regarder de plus près, force de constater qu'elle est loin d'être infondée. La plupart des troubles intérieurs naissent d'un faisceau d'émotions perturbatrices. La spirale des émotions. Ne pourrait-on pas simplement laisser les émotions négatives s'épuiser d'elles-mêmes? L'expérience montre que, comme une infection non traitée, les émotions perturbatrices gagnent en puissance dès qu'on leur donne libre cours. Laisser exploser la colère, par exemple, tend à créer un état psychologique instable qui rend de plus en plus irascible. Les conclusions d'études psychologiques vont à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle, en donnant libre cours à ces émotions, on fait baisser temporairement la tension accumulée. En vérité, d'un point de vue physiologique, c'est tout le contraire qui se produit. Si l'on évite de laisser la colère s'exprimer ouvertement, la tension artérielle diminue, et elle diminue encore davantage si on adopte une attitude amicale. Mais elle augmente si on la laisse exploser. En laissant systématiquement ces émotions négatives s'exprimer, on contracte des habitudes dont on sera à nouveau la proie aussitôt que leur charge émotionnelle aura atteint le seuil critique. En outre, le seuil s'abaissera de plus en plus et on se mettra de plus en plus facilement en colère. Il en résultera ce qu'on appelle banalement un mauvais caractère, accompagné d'un mal-être chronique. Notons également que des études du comportement ont montré
que les personnes les plus aptes à maîtriser leurs émotions en les contrôlant sans pour autant les réprimer sont aussi celles qui manifestent le plus souvent un comportement altruiste, laquelle sont confrontées à la souffrance des autres. La majorité des personnes hyper-émotives sont davantage préoccupées par leurs troubles à la vue des souffrances dont elles sont le témoin que par la manière dont elles pourraient y remédier. Il ne s'ensuit pas pour autant qu'il faille refouler les émotions. Cela reviendrait à les empêcher de s'exprimer tout en laissant intact ce qui ne peut être qu'une solution temporaire malsaine. Les psychologues affirment qu'une émotion refoulée peut provoquer de graves troubles mentaux et physiques, et qu'il faut à tout prix éviter de retourner nos émotions contre nous-mêmes. Toutefois, l'expression incontrôlée et outrancière des émotions peut elle aussi provoquer des maladies mortelles et non des moindres, le meurtre et la guerre étant des exemples courants. On peut mourir d'apoplexie dans un excès de colère ou se consumer littéralement de désirs obsessionnels. Dans tous les cas, on n'a pas pu s'établir le juste dialogue avec ses émotions. Est-il possible de se libérer des émotions négatives? On pourrait penser que l'ignorance et les émotions négatives sont inhérentes au courant de la conscience. Essayer de s'en débarrasser reviendrait à se battre contre une partie de soi-même. Toutefois, l'aspect le plus fondamental de la conscience, la pure faculté de connaître, de ce que nous avons appelé la qualité lumineuse de l'esprit, ne contient essentiellement ni haine ni désir. L'expérience introspective montre au contraire que les émotions négatives sont des événements mentaux transitoires qui peuvent être annihilés par leur contraire, à savoir les émotions positives qui naissent comme des antidotes. À cette fin, il faut commencer par reconnaître que les émotions afflictives sont préjudiciables au bien-être. Cette évaluation n'est pas fondée sur une distinction dogmatique entre le bien et le mal, mais sur une observation attentive des répercussions que certaines émotions ont à court et à long terme sur soi-même et sur les autres. Le simple fait de reconnaître l'effet néfaste des afflictions mentales ne suffit cependant pas à les surmonter. Encore faut-il, après cette prise de conscience, se familiariser graduellement avec chaque antidote. La bonté comme antidote à la haine, par exemple, jusqu'à ce que l'absence de haine devienne une seconde nature. Le mot tibétain gomme, qui se traduit généralement par méditation, signifie plus exactement familiarisation. La méditation, en effet, ne consiste simplement pas à s'asseoir tranquillement à l'ombre d'un arbre et à se détendre pour jouir d'un moment de répit dans ses activités quotidiennes, mais à se familiariser avec une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de gérer ses pensées, de percevoir les êtres et le monde des phénomènes. Le bouddhisme enseigne diverses méthodes pour réussir cette familiarisation. Les trois principales sont les antidotes, la libération et l'utilisation des émotions négatives. La première consiste à rechercher un antidote spécifique pour chaque émotion négative. La deuxième permet de dénouer ou libérer l'émotion en découvrant sa nature véritable, sa vacuité. La troisième méthode utilise la force de chaque émotion comme un catalyseur de transformation intérieure. Le choix de l'une ou l'autre de ces méthodes dépend du moment, des circonstances et des capacités de celui qui les utilise. Toutes ont en commun un point essentiel et ont un seul même but,
nous aider à ne plus être victimes des émotions conflictuelles. L'usage des antidotes. La première méthode consiste à neutraliser les émotions afflictives à l'aide d'un antidote spécifique, comme on neutralise les effets destructeurs d'un poison à l'aide d'un sérum ou un acide à l'aide d'une base. L'un des points fondamentaux soulignés par le bouddhisme est que deux processus mentaux diamétralement opposés ne peuvent survenir simultanément. On peut associer rapidement entre l'amour et la haine, mais on ne peut pas ressentir dans le même instant de conscience le désir de nuire à quelqu'un et celui de lui faire du bien. Ces deux impulsions sont aussi antagonistes que l'eau et le feu. Comme le remarque le philosophe Alain, un mouvement exclut l'autre, et si vous tendez amicalement la main, celui exclut le coup de poing. De même, en entraînant son esprit à l'amour altruiste, on élimine peu à peu la haine, car ces deux états d'esprit peuvent alterner, mais non coexister au même instant. Il est important de commencer par découvrir les antidotes, qui correspondent à chaque émotion négative, puis de les cultiver. Ces antidotes sont au psychisme ce que les anticorps sont à l'organisme. Puisque l'amour altruiste agit comme un antidote direct contre la haine, plus on le développe et plus le désir de nuire s'amenuisera pour finalement disparaître. Il ne s'agit pas de refouler, mais de retourner l'esprit vers quelque chose de diamétralement opposé, l'amour et la compassion. Suivant une pratique bouddhiste traditionnelle, on commence par raviver sa propre aspiration au bonheur, puis on étend cette aspiration à ceux qui nous sont chers, et enfin à tous les êtres, amis, inconnus et ennemis. Peu à peu, l'altruisme imprégnera de plus en plus notre esprit, jusqu'à devenir une seconde nature. Ainsi, l'entraînement à la pensée altruiste est une protection durable contre l'animosité et l'agressivité chronique. Il est de même impossible à l'avidité et au désir-passion de coexister avec l'attachement, lequel permet de goûter la paix intérieure et de se reposer à l'ombre fraîche de la sérénité. Le désir ne peut pleinement se développer que si on lui donne quartier libre au point de le laisser accaparer l'esprit. Le piège ici, c'est que le désir et son allié, le plaisir, sont loin d'avoir l'aspect hideux de la haine. Ils sont même fort séduisants, mais bientôt, le fil de soie du désir, qui paraissait si léger de prime abord, se tendent et le doux vêtement qu'ils ont tissé deviennent une camisole. Plus on se débat, et plus l'étreinte se resserre. Le désir peut, nous le verrons, être sublimé et utilisé pour engendrer une félicité altruiste. Toutefois, le plus souvent, l'exacerbation du désir donne naissance au sentiment d'avoir été dupé de son pouvoir de séduction. Dans le pire des cas, il nous incite continuellement à vouloir l'assouvir coûte que coûte. Plus cet assouvissement semble nous échapper, plus il nous obsède. En revanche, dès que l'on contemple ces aspects perturbateurs et que l'on tourne son esprit vers le calme intérieur, l'obsession liée au désir fond comme neige au soleil. Qu'on ne s'y méprenne pas, il ne s'agit pas de cesser d'aimer ce dont on fait l'existence, il ne s'agit pas de cesser d'aimer ceux dont on partage l'existence, ni de devenir indifférent à leur égard, mais de ne pas se cramponner aux êtres et aux situations avec une attitude possessive mêlée d'un profond sentiment d'insécurité. Si nous cessons de projeter sur les êtres les exigences
insatiables de nos attachements, nous serons en mesure de les aimer davantage et d'être réellement concernés par leur bien-être véritable. Pour prendre un autre exemple, l'envie et la jalousie procèdent de l'incapacité fondamentale à se réjouir du bonheur et du succès d'autrui. Exacerbée, la jalousie devient violente et destructrice. Comment faire quand nous sommes la proie de ces images torturantes? Le jaloux s'abandonne à un automatisme morbide et rejoue fondamentalement des scènes qui remuent le couteau dans la plaie. Toute possibilité de bonheur est alors exclue. Si demeure le minimum de lucidité pour établir ce constat et faire le choix courageux de l'antidote requis, il faut laisser un temps ces images de côté sans plus les renforcer. Il est ensuite profitable d'engendrer l'empathie, l'amour altruiste envers tous les êtres, y compris nos rivaux. Avec cet antidote, la plaie cicatrisera et le temps aidant, la jalousie ne nous apparaîtra plus comme un mauvais rêve. On pourra objecter: ce sera parfait dans un monde idéal, mais les sentiments humains ne sont pas par nature ambivalents. On aime et on jalouse en même temps. La complexité, la richesse de nos sentiments sont telles que nous pouvons ressentir simultanément des émotions contradictoires. Les émotions en question sont-elles véritablement compatibles, comme le chaud et le froid? On peut, dit-on, éprouver un profond amour pour un compagnon ou une compagne, et en même temps les haïr parce qu'ils nous trompent? S'agit-il alors vraiment d'amour? L'amour, au sens où nous l'avons défini, est le souhait que tous les êtres que nous aimons soient heureux et comprennent les causes du bonheur. L'amour véritable et la haine ne peuvent coexister, car le premier souhaite le bonheur de l'autre et le second son malheur. Lorsqu'on hait, lorsqu'on haït la personne que l'on aime, on ne veut pas véritablement l'unir, car on ne l'aimerait pas, mais on ne le supporte pas. La façon dont elle se comporte, on réprouve sa conduite, on est furieux qu'elle nous échappe. L'attachement, le désir et la possessivité accompagnent souvent l'amour, mais ne sont pas l'amour. Ils peuvent coexister avec la haine, car celle-ci n'est pas leur contraire. Il existe certes des états mentaux entièrement incompatibles: l'orgueil, l'humilité, la jalousie et la joie, la générosité et l'avarice, le calme et l'énervement, etc. Pour cela, il n'y a pas d'ambivalence possible. Le propre de l'expérience introspective consiste à distinguer, au sein de cette complexité, les émotions qui contribuent au bonheur de celles qui ne sont cause de souffrance. C'est à leur usage que l'herboriste distinguera les plantes vénéneuses des plantes médicinales. De même, si nous observons honnêtement les répercussions de nos émotions, il nous sera de moins en moins difficile de distinguer celles qui accroissent notre joie de vivre de celles qui la diminuent. Deuxième méthode, libérer les émotions. La deuxième méthode consiste à se demander si, plutôt que de tenter d'enrayer chaque émotion qui nous afflige avec son antidote particulier, nous pourrions identifier un antidote unique, agissant à un niveau plus fondamental sur toutes nos afflictions mentales. Il n'est ni possible ni désirable d'entraver l'activité naturelle de l'esprit, et il serait vain et malsain d'essayer de bloquer ses pensées. En revanche, si on examine les émotions, on s'aperçoit qu'elles ne sont que des flux dynamiques, dénués d'existence intrinsèque.
ce que le bouddhisme appelle la vacuité d'existence réelle des pensées. Que va-t-il se passer si au lieu de contrecarrer une émotion perturbatrice, par son contraire, la colère par la patience par exemple, on se contente d'examiner la nature de l'émotion elle-même? Une forte émotion nous submerge. On a l'impression que l'on n'a pas le choix que de se laisser emporter. Mais observons attentivement. Puis-je localiser cette émotion dans ma poitrine, dans mon cœur, ma tête? S'il me semble que oui, est-ce que cette émotion a une couleur? Est-ce qu'elle a une forme? Je serais bien en peine de lui trouver de telles caractéristiques. Lorsqu'on contemple un gros nuage noir dans le ciel d'orage, il a l'air massif, qu'on pourrait s'y asseoir. Pourtant, si l'on vole vers ce nuage, on ne trouve rien que l'on puisse saisir. Il n'est que vapeur et vent. Examinons encore l'émotion de plus près. D'où tire-t-elle le pouvoir de me dominer à ce point? Est-ce qu'elle possède une arme, cette émotion? Brûle-t-elle comme un feu? Ou écrase-t-elle comme un rocher? Plus je cherche à cerner l'émotion de cette manière, et plus elle disparaît sous mon regard, comme la gelée blanche sous les rayons du soleil. Cette émotion, d'où vient-elle? Où se poursuit-elle? Où disparaît-elle? Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'elle naît de notre esprit, et dure que quelques instants, et se dissout à nouveau. Mais nous l'avons déjà vu, cette émotion. Cette émotion est insaisissable. En examinant attentivement l'émotion, nous n'y trouvons pas, par conséquence, rien de consistant, rien de solide, rien qui justifie l'influence tyrannique qu'elle exerce sur notre façon d'être. Faute de nous livrer cette investigation, nous nous laissons obnubiler par l'objet de la colère et envahir par l'émotion destructrice. Si au contraire nous réalisons que l'émotion n'a aucune consistance en elle-même, elle perd soudainement tout son pouvoir, toute sa puissance sur nous. Écoutons un extrait de Khyentse Rinpoché. Rappelez-vous qu'une pensée n'est que le produit de la conjonction fugace de nombreux facteurs, de circonstances, de causes et de conditions. Elle n'existe pas par elle-même. Aussi, dès qu'une pensée apparaît, reconnaissez sa nature de vacuité. Elle perdra aussitôt le pouvoir de susciter la pensée suivante, et la chaîne de l'illusion prendra fin. Reconnaissez sa vacuité, reconnaissez la vacuité des pensées, et laissez ces dernières se reposer un moment dans l'esprit détendu pour que la clarté naturelle de l'esprit reste limpide et inaltérée. C'est ce que le bouddhisme appelle la libération des émotions au moment où elle surgit. En reconnaissant son caractère de vacuité, son absence d'existant propre, cette libération se produit instantanément dans l'image précédente citée du dessin tracé avec le doigt sur l'eau. Ce faisant, on n'a pas refoulé l'émotion, mais neutralisé le pouvoir de se transformer en cause de souffrance. Le plus souvent, nous ne faisons cette analyse qu'une fois la crise passée. Ici, au moment même où l'émotion surgit et qu'il faut en reconnaître la nature, grâce à cette compréhension,
les pensées n'ont plus le loisir de s'enchaîner jusqu'à constituer un flot obsessionnel et asservissant. Elles traversent l'esprit sans y laisser de résidus, comme le vol sans trace d'un oiseau dans le ciel. Cette pratique consiste donc à concentrer son attention sur l'émotion elle-même au lieu de la fixer sur son objet. Habituellement, on ne considère que cet objet en lui attribuant un caractère intrinsèque et on trouve ainsi immanquablement une justification à l'émotion. Au contraire, si on observe l'émotion elle-même, elle finit par s'évanouir sous le regard intérieur. Elle peut certes ressurgir, mais à mesure qu'on s'habitue à un tel processus de libération, l'émotion devient de plus en plus transparente et avec le temps, l'irascibilité finit par disparaître. Cette méthode peut être utilisée pour toutes les afflictions mentales. Elle permet de jeter un pont entre l'exercice de la méditation et les occupations quotidiennes. Si l'on s'habitue à regarder les pensées au moment où elles surviennent et à les laisser se défaire avant qu'elles ne monopolisent l'esprit, il sera beaucoup plus facile de rester maître de son esprit et de gérer les émotions conflictuelles au sein même de la vie active. Pour nous donner le goût de la vigilance et de l'effort, rappelons-nous les douleurs cuisantes que les émotions destructrices nous ont infligées. Troisième méthode, utiliser les émotions comme catalyseur. La troisième méthode est la plus subtile et la plus délicate. Si l'on examine attentivement ces émotions, on découvre que comme les notes de musique, elles sont de nombreuses composantes ou harmoniques. La colère incite à l'action et permet souvent de surmonter un obstacle. Elle présente aussi des aspects de clarté, de vivacité et d'efficacité qui ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Le désir possède un aspect de félicité distinct de l'attachement. L'orgueil, un aspect de confiance en soi qui est dénué d'hésitation sans pour autant sombrer dans l'arrogance. La jalousie, une détermination à agir qui ne peut être confondue avec l'insatisfaction malsaine qu'elle entraîne. Pour peu que l'on sache séparer ces différents aspects, il devient concevable de reconnaître et d'utiliser les côtés positifs d'une pensée généralement considérée comme négative. En effet, ce qui confère à une émotion son caractère nocif, c'est le moi fictif qui s'identifie et s'accroche à cette émotion, saisie comme réelle et qui, enracinée dans les tendances habituelles de l'individu, déclenche une réaction en chaîne au fil de laquelle l'éclair initial de clarté et de vivacité devient colère et hostilité. Un enchaînement approprié permet d'intervenir avant que ne s'amorce la réaction. C'est donc un défi que nous lancent les émotions, celui de reconnaître qu'elles ne sont pas intrinsèquement perturbatrices, mais le deviennent aussitôt que nous nous identifions à elles et que nous nous y attachons. La pure conscience dont nous avons parlé et qui est source de tous les événements mentaux n'est en soi ni bonne ni mauvaise, et les pensées ne deviennent perturbatrices qu'à partir du moment où le processus de la fixation prend place, où l'on s'attache aux caractéristiques que l'on attribue à l'objet de l'émotion et au moi qui la ressent.
Si l'on réussit à éviter ces fixations, il n'est plus nécessaire de faire intervenir un antidote extérieur. Les émotions elles-mêmes agissent comme des catalyseurs qui permettent de se dégager de leur influence nuisible. En fait, le point de vue change quand on tombe à la mer. C'est l'eau elle-même qui tient lieu d'appui et permet de nager vers la terre ferme. Je répète, en fait, le point de vue change, la perception. Quand une personne tombe à la mer, c'est l'eau elle-même qui tient lieu d'appui et permet de nager vers la terre ferme. Encore faut-il savoir nager, c'est-à-dire être suffisamment habile pour utiliser les émotions à bon escient, sans se noyer dans leur aspect négatif. Ainsi, pour celui qui maîtrise les processus les plus intimes de la pensée, les passions peuvent être utilisées comme du bois attisant le feu de l'altruisme et la réalisation spirituelle. Toutefois, ce genre de pratique exige une grande maîtrise du langage des émotions et n'est pas sans danger. Laisser s'exprimer de puissantes émotions sans pour autant en devenir la proie, c'est jouer avec le feu, ou plutôt essayer d'attraper un joyau sur la tête d'un serpent. Si l'on y parvient, la compréhension de la nature de l'esprit progressera d'autant, alors que si l'on échoue, on se retrouvera submergé par les qualités négatives de l'émotion et l'emportement redoublera. Toute tentative maladroite provoque un retour de flamme. Le marin expérimenté peut mener son voilier, toute voile, dehors lorsque le vent forcit, mais le barreur novice aura toutefois les chances de chavirer. Donc voilà, 3 méthodes, un seul but. Nous avons vu qu'il fallait contrecarrer chaque émotion négative par un antidote particulier. Puis qu'un seul ferait l'affaire, et finalement qu'on pouvait aussi bien utiliser l'émotion négative de façon positive, c'est-à-dire de façon libératrice. Les contradictions ne sont qu'apparence. Ces méthodes ne sont que des moyens différents d'aborder le même problème et d'arriver au même résultat. Ne pas être la victime des émotions perturbatrices et des souffrances qu'elles entraînent habituellement. Dans le même registre, on peut fort bien envisager plusieurs manières de ne pas être empoisonné par une plante vénéneuse. On peut avoir recours à des antidotes adaptés à chaque poison pour en neutraliser les effets. On peut aussi identifier l'origine de la vulnérabilité de ces poisons. Notre système immunitaire puis en une seule opération renforcer ce système pour acquérir une résistance globale à tous ces poisons. On peut finalement analyser les poisons, isoler les diverses substances qui les composent et s'apercevoir que certaines d'entre elles, employées à des doses appropriées, ont des vertus médicinales. Ce qui importe ici, c'est que dans tous les cas, on a atteint le même but. Ne plus être esclave des émotions négatives et progresser vers la libération de la souffrance. Chacune de ces méthodes est comme une clé. Peu importe qu'elles soient en fer, en argent ou en or, pourvu qu'elles ouvrent une porte sur la liberté. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine des émotions perturbatrices se trouve l'attachement au moi. Pour s'affranchir définitivement de la souffrance intérieure, il ne suffit pas de se libérer des émotions elles-mêmes. Il faut éradiquer
l'attachement au moi, à l'ego. Est-ce possible? Oui, car l'ego n'existe, nous l'avons vu, que comme une illusion. Le moi est une illusion, un concept. Or, une idée fausse peut être dissipée. Elle ne peut l'être toutefois que par la sagesse qui reconnaît la non-existence de l'ego. La sagesse qui reconnaît la non-existence du moi. Où est le moi? Où se trouve ce moi? Sont des questions précieuses.